La disparition de Michel Barouin, le PDG de la FNAC. Son avion s'est écrasé la nuit dernière au-dessus de Douala, au Cameroun. Terry Waite, l'émissaire britannique au Liban, aurait été grièvement blessé alors qu'il tentait d'échapper à ses ravisseurs. Terry Waite qui a disparu depuis le 12 janvier alors qu'il négociait la libération des otages américains au Liban. Les repreneurs de TF1 devront débourser 3 milliards de francs pour détenir la moitié du capital de la chaîne privatisée. Une décision arrêtée aujourd'hui par Édouard Balladur. Ce jeudi 5 février, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité est noire ce soir encore avec la disparition de Michel Barouin, le PDG de la FNAC et du groupe GMF. Il semble que son avion, il était alors en Afrique, que son avion se soit écrasé peu après le décollage à Douala. Il y aurait 7 morts, pas d'informations sur l'identité des victimes. Et puis il y a également la disparition, plutôt les blessures dont souffrirait Terry Waite, qui aurait donc été mitraillé alors qu'il tentait d'échapper à ses ravisseurs. Nous commençons tout de suite par des nouvelles de Michel Barouin. Et pour ça, nous avons été en contact il y a quelques instants avec un membre de l'ambassade de France à Douala. Tout de suite, donc, des précisions sur l'accident qui serait survenu à l'avion de M. Barouin. C'était la nuit dernière. On nous a juste signalé de la part des autorités camerounaises, de sources camerounaises, qu'un avion se serait écrasé dans le nord-ouest du Cameroun, dans la région près de Bamenda, dans la région du Jakiri. Le village s'appelle Jakiri. Et on nous a dit que c'était un avion français, très certainement, d'après la cocarde, d'après les informations qu'ont données les autorités qui sont sur place. Mais c'est la seule information que nous avons pour le moment. Voilà, et puis cette dépêche donc qui me fait savoir, une dépêche de l'AFP qui laisse penser que l'avion de Michel Barouin se sera écrasé donc peu après le décollage de Douala. 7 corps calcinés découverts dans l'épave, pas d'autres précisions pour l'instant. Michel Barouin était un patron de premier plan en France. Il venait d'être chargé d'une mission sur le bicentenaire de la Révolution française. Et il s'était mis sur les rangs des repreneurs de TF1. Le portrait de M. Barouin avec Nicolas Jacobs. Âgé de 56 ans, Michel Barouin est président de la GMF, la garantie mutuelle des fonctionnaires, depuis 1974. Ancien commissaire de police, ancien grand maître du Grand Orient de France, maire de Nogent-sur-Seine et même auteur d'un roman policier, Michel Barouin est l'un des hommes qui comptent en France. Il est chargé par François Mitterrand d'organiser le bicentenaire de la Révolution française. Sous sa poigne vigoureuse, la GMF a racheté en 85 la FNAC, en association avec Habitat, et depuis il mène une croisade contre le blocage du prix du livre. Son dernier projet, faire partie des repreneurs de TF1, une intention qu'il devait confirmer à son retour d'Afrique. Voilà donc Michel Barouin, je vous rappelle donc que son avion s'est écrasé peu après le décollage de Douala. J'apprends donc que 7 corps calcinés ont été découverts près de l'épave. Impossible de les identifier, impossible de savoir si M. Barouin était donc parmi les victimes. Le sort de Terry Waite, maintenant, avec cette information qui nous vient d'un journal allemand, le Bild, l'émissaire de l'église anglicane qui a disparu depuis 2 semaines, aurait été, il faut employer le conditionnel, aurait été grièvement blessé alors qu'il tentait d'échapper à ses ravisseurs. Aucune confirmation officielle, ni sur place au Liban, ni en Grande-Bretagne, simplement cette information d'origine allemande. Daniel Lecomte nous rappelle quelle était la mission du médiateur anglais. Voici la dernière image que l'on a de Terry Waite avec quelques journalistes à Beyrouth-Ouest près de l'hôtel Beau Rivage. C'était il y a 10 jours. Terry Waite disparaît en compagnie de son escorte, composée de miliciens druzes et puis plus rien. On pense au début à une escapade pour négocier secrètement la libération de 2 otages américains. Mais les jours passant, la crainte se précise avec les déclarations de responsables druzes et chiites annonçant son arrestation et son passage devant un tribunal islamique. La confusion n'a fait que s'accentuer avec l'apparition de divergences entre différentes fractions intégristes libanaises sur le sort à réserver à l'émissaire anglican. Ce soir, nouvelle rumeur donc, Terry Waite aurait été grièvement blessé en tentant d'échapper à ses ravisseurs. Une rumeur de plus donc, totalement invérifiable pour l'instant et qu'on se refuse ce soir à Beyrouth à confirmer. Et d'autres informations, je pense, dans le courant de ce journal sur le sort de M. Barouin et sur celui de Terry Waite.
La France, avec l'automobiliste Vachalet, une vieille histoire sur le point de se reproduire. Je vous le disais hier soir, les assureurs, ou du moins certains assureurs, s'apprêtaient à augmenter le prix des assurances auto, prétexte invoqué l'augmentation des tarifs de réparation dans les garages. Et bien ce soir, l'histoire pourrait tourner court après le coup de sang d'Édouard Balladur. Pas question de laisser déraper les prix, vient de s'écrier le ministre des Finances. Un coup de sang qui pourrait bien se transformer en coup de frein. Explication Patrick Boitet et Noël Alexandre. En l'absence de gendarmes, le dérapage menace. C'est vrai pour la voiture, c'est valable aussi pour les prix. Les contrats d'assurance auto risquent d'augmenter cette année de l'ordre de 3 à 6%. Motif, selon les assureurs, la fréquence des accidents. En 86, ils ont cessé de diminuer, ils sont plus graves et coûtent donc plus cher. D'autant qu'avec la libération des prix au 1er janvier, les coûts de main-d'œuvre dans la réparation automobile ont subi des augmentations considérables. En un mois, sur des factures que nous avons réglées pour le compte de nos assurés, on a constaté les chiffres que vous avez là, c'est-à-dire des hausses qui s'étagent entre 31% et 86% sur la région parisienne. Dans certaines villes de province, c'est un peu différent, mais il y a une grande dispersion entre des hausses allant de 15% à 90%. La chambre syndicale de la réparation automobile conteste ces chiffres. Selon elle, la plupart des entreprises ont réajusté modérément leurs prix. Pourtant, dans ce garage de la région parisienne choisi au hasard, l'augmentation a été de 27%. Aucun remords de la direction. Après des années d'encadrement, les nouveaux taux ne suffisent même pas à couvrir le prix de revient. Notre vrai prix de revient aurait dû nous faire avoir une hausse aux alentours de 50%, ce qui nous aurait porté à environ 161 ou 164 francs, pour vraiment rentabiliser le côté atelier. Vous perdez de l'argent sur la réparation auto? Nous perdons de l'argent sur la réparation automobile. Dans notre métier, si nous gagnons de l'argent, c'est sur toutes les prestations annexes qui concernent l'automobile, le parking, les locations de voitures, les ventes de pièces détachées, les ventes de voitures neuves, occasion. Rue de Rivoli, on apprécie plus que modérément cette affaire. Édouard Balladur est monté aujourd'hui au créneau pour dénoncer la spirale inflationniste. Si chacun se comporte de la façon suivante, puisque un tel exagère, je vais me mettre à exagérer moi aussi, nous sommes sûrs que les choses ne marcheront pas bien. Et je souhaite donc, je le dis très clairement, je souhaite donc que cèdent les compagnies d'assurance qui étaient tentées par une hausse excessive de leurs tarifs, en prenant prétexte de l'attitude d'autres, je souhaite qu'elles revoient leur position. Le message sera-t-il reçu? Autant que le ministre, les automobilistes le souhaitent. La mise à prix de TF1, 3 milliards de francs pour les repreneurs qui contrôleront la moitié du capital. Le chiffre était annoncé aujourd'hui. L'autre moitié sera cédée à un moindre prix pour le public et pour le personnel de la chaîne. Une illustration cathodique de la boutade qui veut que tous les actionnaires soient égaux, même s'il y en a de plus égaux que d'autres. Des précisions sur cette mise à prix et sur les moyens des acheteurs déclarés avec Gaël Monlahuc et Alain Doubeski. La moitié du capital de TF1 sera vendue 3 milliards de francs au groupe des repreneurs. L'autre moitié sera vendue au public et au personnel à un prix sensiblement inférieur. Il sera fixé au moment du lancement de l'offre publique de vente. M. Balladur a suivi l'avis de la commission de privatisation qui elle-même avait demandé des expertises à la BNP et à la Banque de l'Union européenne. De ces expertises, il ressort que la situation financière de TF1 est bonne. Une trésorerie excédentaire fin 86, des dettes 6 fois moins importantes que ne l'affirmait le gouvernement en juin dernier. Le prix de TF1 est fonction de son pouvoir à retenir, voire développer son auditoire, car les recettes, les publicités, sont proportionnelles au nombre de téléspectateurs. Et les banques, qui ont expertisé TF1, ont découvert des stocks importants de programmes. C'est bien cela qui compte. Plus que l'immobilier, les machines, les studios, c'est la capacité d'une chaîne de télévision à distraire, informer, cultiver qui est prise en compte. Le prix de TF1 a été calculé sur la base d'un bail de 10 ans. Les repreneurs, quels qu'ils soient, miseront sur son renouvellement. Du côté des candidats à la reprise de TF1, pas de réaction pour l'instant. Mais Jean-Luc Lagardère, Hachette, allié à Pierre Dozier, Havas, ont a priori la surface financière suffisante pour investir le prix demandé. C'est le cas également de Francis Bouygues, dont le groupe dégage d'énormes bénéfices. Interrogation aussi sur le groupement des salariés de TF1, allié à des banques, qui maintient ce soir sa place dans la compétition. 3 milliards de francs à investir et donc à amortir sur 10 ans, voilà qui obligera les repreneurs à dégager des bénéfices importants rapidement.
Dans ce cas, seront-ils toujours aussi motivés pour surenchérir sur la qualité culturelle des émissions devant la Commission nationale de la communication et des libertés? C'est la question ce soir. Mais il est certain que le tandem Hachette-Havas, qui a à la fois la puissance financière et déjà un catalogue de programmes prêts à diffuser, apparaît toujours comme le grand favori. Cette mise à prix, qui est la première étape de la privatisation de TF1, provoque bien sûr des réactions politiques qui sont dans l'ordre des choses. L'opposition dénonce, la majorité applaudit. 3 milliards, c'est pas cher. C'est l'assurance pour le tandem Hachette-Havas qui a été désigné par M. Chirac de faire les plus grands profits. Vous savez, TF1, c'est la meilleure affaire publicitaire en Europe. Donc, de grands profits sur une opération qui, à nos yeux, est une opération scandaleuse, tant sur le plan financier que politique et culturel. Il n'y a aucune raison à privatiser TF1 et les conditions de cette privatisation doivent être dénoncées. Toute la lumière doit être faite. C'est pour cela que le Parti socialiste a demandé la constitution d'une commission d'enquête parlementaire qui devrait se réunir et établir un dossier sur cette question, informer l'opinion. On peut faire confiance au ministre de l'économie et des finances, M. Balladur. Il a pris toutes les précautions. Il avait désigné 2 banques, 2 cabinets d'audit, et TF1 avait désigné une banque, la BNP, pour assurer l'évaluation. Les évaluations se sont situées entre 4,3 et 4,8 milliards de francs. Le ministre d'État a retenu 4,5 milliards, c'est-à-dire au cœur de la fourchette, et cette estimation apparaît parfaitement raisonnable. Et 3 milliards de francs pour Hachette et Havas, c'est pas un cadeau? Non, d'abord c'est la CNCL qui va désigner quel sera le repreneur de TF1. Ensuite, normalement, sur la base de 4,5 milliards, les repreneurs de 50% auraient dû payer 2,5 milliards. Le ministre d'État a décidé qu'il paierait 3 milliards, ce qui présente l'avantage d'abaisser le coût d'accès pour le personnel et pour le public qui souscriront au rachat de TF1. 1h15 de tête-à-tête entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, un entretien qui s'est déroulé au domicile parisien de l'ancien président. Les 2 hommes que vous voyez ont fait ensemble un tour d'horizon de la situation politique et ils ont également discuté de l'éventualité de la réduction du mandat présidentiel. En Nouvelle-Calédonie, 3e jour de la visite de Bernard Ponche, le ministre des Dom-Tom a rencontré les autorités coutumières mélanésiennes et visité plusieurs tribus de la côte Est avant d'être reçu par le Congrès néo-calédonien. Se réaffirmant prêt au dialogue avec tous ceux qui acceptent de le rencontrer, M. Ponche indiquait que le référendum d'autodétermination aurait bien lieu en juillet et en août prochain. Bonsoir Martine, vous êtes sur ce plateau avec nous parce que la grippe est dans nos murs, une grippe un peu spéciale, elle est bridée cette année, c'est une bonne grippe, elle ne touchera que les moins de 30 ans comme vous et moi. Alors c'est pas une surprise, vous savez, c'est une épidémie mondiale tous les ans, c'est cyclique, la grippe arrive et toujours en février. On l'attendait depuis 2 mois, elle était déjà en Europe, surtout en Europe de l'Est. Elle est chez nous aujourd'hui, et oui, cette année c'est le virus H1N1 qui vient de Singapour, qui a donc déjà fait une partie de son circuit et qui arrive chez nous. C'est un vieux virus, c'est pas un nouveau virus. Donc un vaccin ? Pas vraiment non plus. Ce virus, en fait, était chez nous jusqu'en 57. Et en 57, il avait fait, j'allais dire, le tour de toutes les populations. Comme tout le monde était protégé, il est rentré tranquillement dans un réservoir animal. Alors, un vieux virus qui touche les jeunes, quand même. Et puis, 30 ans après, il revient parce que, eh bien, il y a des générations qui, sur 30 ans, ne l'ont pas rencontré. Il y a une nouvelle niche pour lui. Alors, les moins de 30 ans sont vulnérables, oui. Et donc, c'est moins grave, en fait, parce qu'ils sont moins fragiles que Alors, c'est moins grave. C'est toujours une grippe disons. qui donne, pendant 72 heures, 39 de fièvre, et on est un peu abattu. Mais quand on est en pleine santé, ce qui est généralement le cas de la jeunesse, quand ils ne sont pas insuffisants cardiaques ou respiratoires, qu'ils n'ont pas de maladie particulière, eh bien oui, c'est 3 jours de lit, 3 jours où on est un peu fatigué et tout se passe bien, tout rentre dans l'ordre. Alors le vaccin ne marche pas très bien parce que il y a bien un vaccin H1N1 mais qui ne tient pas compte du virus de Singapour. Alors il est moyennement efficace, mais chez les jeunes on ne vaccine pas, on prend son mal en patience, on la subit cette grippe-là. On dit que le virus est à Paris, ça veut dire qu'il va s'étendre très vite à travers toute la France. Oui, il va être sans doute à travers toute la France et on va constater quoi? Un absentéisme scolaire au travail chez les jeunes. Et je vous dirais déjà que dans la Dordogne, il y a 2 écoles où il manque un tiers des élèves qui ont été terrassés par le début de cette épidémie de grippe qui va s'étendre tout au long du mois de février. Merci Martine, on soignera l'aspirine essentiellement. Merci. Moins de 2 mois après la grève des trains qui a paralysé la France, une proposition qui suscite quelques agitations. Elle émane de Jean-Pierre Fourcade, le président de la Commission des affaires sociales au Sénat, qui souhaite l'introduction d'un service minimum dans les entreprises du secteur public. Service minimum assorti de nouvelles procédures de médiation pour éviter d'en arriver à une situation comme celle que nous avons connue au mois de décembre. Sur cette proposition et sur les réactions qu'elle provoque, voici ce qu'ont pu apprendre Jean-Pierre Métivet et Jacques Aubertin.
Des trains qui ne partent plus, des manifestations de patrons contre les grévistes d'EDF. Le souvenir des grèves récentes semble avoir inspiré la proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade. L'idée, éviter des conflits durs dans le service public avec 2 moyens. Une médiation tout d'abord. Cet homme, François Lavondès, a été nommé médiateur à la SNCF, mais après 11 jours de conflit. Désormais, le recours au médiateur deviendrait obligatoire avant chaque grève. Il disposerait de 15 jours pour concilier syndicats et direction. En cas d'échec, le préavis de grève serait alors déposé. Second moyen, comme chez les aiguilleurs du ciel ou à la télévision, un service minimum deviendrait obligatoire. Des décrets fixeraient chaque service minimum. Il y aurait réquisition d'une partie des agents de l'État ou des communes. Enfin, Jean-Pierre Fourcade a même prévu un recours pour les usagers en cas de grève sauvage. Je pense que les usagers pourront avoir un recours en responsabilité lorsqu'il y aura eu une grève illégale, c'est-à-dire ne répondant pas aux prescriptions qui sont dans la loi. Mais ça veut dire concrètement des milliers de plaintes? Ça veut dire des milliers de plaintes et ça veut dire qu'à ce moment-là, on regardera avant de déclencher une grève qui ne corresponde pas aux procédures qui sont dans la loi de 1963 et que je renforce par ma proposition de loi. Et c'est comme ça qu'on améliore le fonctionnement du service public. Fait rare, dans une conférence de presse, des instituteurs ont porté aujourd'hui la contradiction à Jean-Pierre Fourcade, ce qui augure mal de la réaction des syndicats. Seule la CFTC appuie l'idée d'un médiateur, les autres syndicats sont réservés, la CGT franchement contre. Des lois qui prétendaient empêcher ou retarder ou mettre telle ou telle condition au déclenchement des grèves, quand le temps est venu de grands mouvements sociaux, ça vole en éclats, tout le monde s'en fiche. Au sein même de la majorité, certains jugent le dossier intéressant mais quelque peu explosif, voire inopportun. Il n'est pas du tout sûr que le gouvernement inscrive cette proposition de loi à l'ordre du jour de la prochaine session parlementaire. De nouvelles fédérations syndicales de fonctionnaires annoncent qu'elles ne signeront pas les propositions salariales présentées par le ministre, M. de Charette. Il s'agit de la CGC des autonomes qui viennent ainsi rejoindre la CGT, la FEN et la CFDT dans leur refus. Il ne manque plus maintenant que l'avis de la CFTC. La balance des paiements courants de la France a quitté le rouge en 1986. Les derniers chiffres étaient publiés aujourd'hui. C'est la première fois depuis 7 ans, depuis 1979. La balance des paiements, c'est un indice important puisque c'est en quelque sorte le baromètre des échanges entre la France et ses partenaires. Gérard Leclerc. Oui, précisément, la balance des paiements, c'est le solde de tout ce que la France vend et achète à l'étranger, que ce soit des biens, c'est-à-dire le commerce, ou des services, c'est-à-dire le tourisme, les assurances, etc. Pour la première fois donc depuis 7 ans, ce solde redevient positif de 25 milliards. Il était déficitaire de 80 milliards en 82 et proche de l'équilibre il y a un an. La principale raison de l'amélioration, c'est la chute des prix du pétrole. La facture énergétique s'est réduite de moitié l'an dernier. Ce sont 90 milliards de francs que la France a économisés. Malheureusement, hors énergie, 86 marque une dégradation du commerce extérieur, notamment pour les produits industriels. Les pays pétroliers, confrontés à une baisse de leurs revenus, ont réduit leurs importations et dans le même temps, les Français achetaient davantage de biens et de machines à l'étranger, notamment à l'Allemagne et à l'Italie. Pour le gouvernement, il faut donc impérativement accentuer l'effort à l'exportation. Les entreprises françaises bénéficieront cette année de certains atouts. Elles ont retrouvé des profits inconnus depuis le premier choc pétrolier et leurs coûts de production, salaires, charges évoluent moins vite qu'en Allemagne. Encore faut-il que les entrepreneurs français aient la volonté de repartir à l'assaut du monde. Une confirmation officielle de ce que je vous laissais entendre au tout début de ce journal, la mort de Michel Barouin. Je la prends à l'instant par un bulletin de l'agence France-Presse. Monsieur Barouin, donc le PDG de la FNAC et du groupe GMF, est mort avec au moins 6 autres personnes dans un accident d'avion dans l'ouest du Cameroun. Monsieur Barouin qui était en voyage d'affaires, c'était un homme d'affaires de premier plan en France. Vous savez qu'on venait de lui confier la mission pour le bicentenaire. Monsieur Barouin, donc, qui est mort dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous reviendrons plus largement dans le tout dernier journal avec Philippe Arroir. La situation au Tchad avec une précision et une prise de position. La précision provient du Quai d'Orsay qui démente implicitement l'ouverture de négociations avec la Libye. On ne parle ici que de contacts par des canaux diplomatiques normaux. Et puis la prise de position, c'est celle du colonel Kadhafi interviewé par l'envoyé spécial du Monde, le chef de l'État libyen, qui donne le conseil à la France de se retirer du Tchad. Le conseil, c'est une citation bien sûr, qui donne donc le conseil à la France de se retirer du Tchad sous peine d'une guerre populaire tchadienne contre l'armée française. Et puis cette information également sur les otages français en Somalie, les 10 médecins sans frontières, ils devraient être libérés d'ici à 2 jours, c'est en tout cas ce que disent les rebelles qui les détiennent actuellement.
La disparition d'une grande figure de la musique, le pianiste américain Lee Barrés, qui vient de mourir à 67 ans, l'un des artistes certainement les plus baroques de ce siècle. Son portrait par Emmanuel Vanier. Un empereur du spectacle, un virtuose de la mise en scène qui haïssait la banalité. C'est un manteau de scène, certes, mais il est en vison et il pèse 64 kilos. Un costume à paillettes, mais les boutons sont en diamant. Lee Barrés dépensait chaque année 15 millions de francs pour sa garde-robe. Sa fortune était immense, il possédait 5 résidences, 5 palais fastueux, dont celui-ci, délirant mélange de Versailles et de Chapelle Sixtine. Mais, j'oubliais, Lee Barrés était avant tout un virtuose du piano. Des pianos, il en possédait d'ailleurs 18, dont ceux de Gershwin et de Chopin. Sa gloire, Lee Barrés, l'extravagant, l'avait bâti sur un coup de génie, l'adaptation des chansons populaires avec des orchestrations classiques. Des ritournelles dont raffolaient les mamies américaines, mais elles seulement, car ailleurs dans le monde, Lee Barrés était un parfait inconnu. Il n'avait, disait-il, aucun secret pour son public. Ah si, un peut-être, in extremis, celui de sa mort hier soir. Selon son médecin, défaillance cardiaque, selon la rumeur, sida, et selon son agent, un régime alimentaire à base de pastèques. Mars en 1988, c'est le grand rendez-vous. Ne vous y trompez pas, je vous parle de l'espace, puisque c'est l'année prochaine que doit débuter une mission qui doit frôler, vraiment frôler la planète rouge. Un projet qui unit les Soviétiques et les Européens et qui est maintenant parfaitement bouclé. Commentaire de Philippe Dumez. Partir explorer une tête d'épingle dans le cosmos, c'est un peu le but de la mission soviétique dans 1 an et demi. La sonde Vesta, bardée d'instruments de mesure d'une vingtaine de pays dont la France, mettra 200 jours pour parvenir jusqu'à la planète rouge, Mars. Pendant 1 mois, le sol de Mars sera ausculté au radar et il sera alors possible de voir par exemple si l'énorme volcan Olympus d'une altitude de 24 km a toujours une certaine activité. Ensuite, la sonde Vesta ira survoler le satellite naturel de Mars, Phobos, un minuscule caillou de 27 km de long et qui ne se trouve qu'à 6300 km d'altitude de la 4e planète du système solaire. Le survol de Phobos se fera à seulement 50 mètres d'altitude. 2 modules seront alors largués sur ce rocher spatial. Assez semblables à ces robots, ils pourront faire des analyses et même se balader pour une des visites les plus insolites qui soient. Cette mission, qui sera très spectaculaire, sera aussi le prélude de la conquête de Mars dans les années 95 grâce à une coopération complètement internationale. Titre du film, Le déclin américain. Il n'y a pas question de politique étrangère, encore moins de géopolitique, mais plus simplement de libertinage. C'est un film québécois de Denis Arcand et c'est certainement l'un des événements cinématographiques de cette semaine. Nicole Cornu-Langlois vous présente ce film. Elle a rencontré tout à l'heure le réalisateur, le québécois Denis Arcand. Voici son reportage. Elles ne pensent qu'à ça, et elles en parlent, même dans les salles de musculation. Et le réalisateur Denis Arcand jette un regard amusé et lucide sur leur comportement. C'était assez grand, tapis très épais, beaucoup de divans, beaucoup de coussins, les lumières basses. Et ils ont mis un film porno sur le vidéocassette. Puis là, les gens ont commencé à danser un peu. En fait, c'était pas vraiment de la danse, c'était plutôt du pilotage vertical. C'est un jeu brillant de confidence, de révélation, avec la saveur de l'accent et un humour continuel. Car il vaut mieux rire des signes évidents de notre décadence. Et si on parle beaucoup de ça, on agit peu. Ce film-là est un film de fiction, ce n'est pas une tranche sociologique, une étude sociologique. Bon, alors comme dans tous les films de fiction, il y a une exagération, il y a un focus très particulier. Alors les gens ne parlent que de sexe pendant 1 heure et demie. Les hommes aussi, normalement dans la vie, on peut en parler pendant 10 minutes ou 15 minutes et éventuellement on parle de politique, de sport ou de n'importe quoi d'autre chose. Mais pour les besoins de ce film-là, c'est ce dont il s'agit pendant cette heure et demie-là. Toujours est-il que je la passe approcher. Charles? Quoi? Charles? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas que tu commences à t'attarder un peu, là?
Thérèse, veux-tu, s'il vous plaît? Abouti. Abouti. Ce film dit que les relations entre les hommes et les femmes, ou entre les hommes et les hommes, ou les femmes et les femmes, toutes ces relations-là sont très compliquées à la fin du XXe siècle. Il n'y a rien de très facile et c'est tout ce que ce film veut dire. Les personnages sont troublés, ils se cherchent, ils sont inquiets, mais c'est pas nécessairement pessimiste. Ça veut juste dire que c'est pas simple. Et pour eux, c'est un combat permanent. On a horreur de ça. Les heures d'enfer que j'ai passées sur des pistes de danse, juste pour faire plaisir à des femmes. Le pire, Rémi, le pire, c'est les conversations. Ah, le chômage chez les jeunes, quelle angoisse. Qu'est-ce que tu penses du nouveau désordre amoureux? Sylvie, Nathalie, Julie, Sophie. Mais pas question de se passer les uns des autres. Le déclin de l'Empire américain, un film de Denis Arcand. Les résultats du quartet maintenant, 8, 6, 2, 14, rapport dans l'ordre pour cette combinaison 33 630 francs et rapport pour 5 francs placés dans un ordre différent, 2 802 francs 50, les deux chiffres bien sûr pour une pièce de 5 francs. Et puis la météo avec vous, Laurent Boussier, une météo dans le potage ce soir. Eh oui, parce que demain, notre horizon sera encore bouché par le brouillard. Il faut dire que les choses n'évoluent que très lentement, pratiquement elles n'évoluent pas. Alors on va regarder l'image satellite, il y a toujours un anticyclone sur l'Europe du Sud, sur l'Espagne, sur le Portugal, et il bloque sur la plus grande partie de l'Europe des masses d'air stables, c'est vrai, mais malheureusement très brumeuses sur la France. Ce qui nous donne pour demain matin une carte du temps où nous serons tous à égalité. Nous serons tous sous le brouillard, des visibilités extrêmement réduites, parfois inférieures à 10 mètres dans le nord-est du pays, un petit peu moins dans le sud et en altitude sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. En altitude, il fera beau dès le matin. Dans l'après-midi, ça change. Il y aura une différence entre la moitié nord où les brouillards persisteront, avec même peut-être quelques éclaircies sur les côtes de la Manche, mais aussi quelques pluies l'après-midi sur la Bretagne. Et puis sur la moitié sud, en revanche, les brumes resteront, mais très légèrement dans les vallées du Massif central. Partout ailleurs, il fera beau sauf en Corse, où là, le ciel restera couvert et il y aura encore quelques petites précipitations. Les températures maximales, celles prévues par la météo nationale, eh bien, elles sont en légère hausse. Il n'y a plus de température inférieure à 0 degré, avec un minimum de 3 degrés dans le nord-est, et puis sur la moitié nord, 11 degrés maximum à Brest, 6 degrés à Paris. Sur la moitié sud, entre 6 et 7 degrés dans le Massif central, et puis des 12-13 degrés sur le bassin méditerranéen, 12 degrés à Perpignan, 13 degrés à Marseille, 14 degrés à Nice et 14 degrés en Corse. J'ajoute que dans toutes les stations de sport d'hiver, il y a de la neige partout. Toutes les stations sont ouvertes et toutes les pistes fonctionnent. Demain sera le vendredi 6 février. Le soleil se lèvera à 8h16, se couchera à 17h54. Ça nous fait 3 minutes de soleil en plus pour ceux qui ont la chance de le voir. Ce sera la Saint-Gaston et aussi la Sainte-Mélodie. Je vous rappelle l'information majeure de ce journal, la mort de Michel Barouin, le PDG de la FNAC et de la GMF, du groupe GMF. Monsieur Barouin a trouvé la mort avec au moins 6 autres personnes dans un accident d'avion dans l'ouest du Cameroun. C'était la nuit dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc la mort de Monsieur Barouin, sur laquelle reviendra longuement ce soir Philippe Harward dans le tout dernier journal. Ce sera aux environs de 23h15. Très bonne soirée et à demain 20h.